Syndrome myélodysplasique. Difficile de comprendre ce terme quand on n'est pas médecin. Pour nous éclairer sur ce syndrome, je reçois le professeur Laurent Pascal. Il est chef de service en hématologie au GHICL à Lille. Bonjour professeur Laurent Pascal. Bonjour Céline. Qu'appelle-t-on les syndromes myélodysplasiques? C'est pas facile à prononcer, hein. Les syndromes myélodysplasiques est une immense famille de maladies du sang qui correspondent à un vieillissement un peu prématuré de la cellule souche hématopoïétique. La cellule souche hématopoïétique, elle se différencie, elle est capable de produire tous les éléments du sang que vous avez déjà entendus, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Il faut imaginer que la moelle osseuse est une usine. Elle est capable de fabriquer 1 à 2 millions de globules rouges par seconde depuis que vous êtes né. La myélodysplasie correspond à une fatigue de cette usine qui va être en moins grande capacité de produire autant de cellules qu'auparavant. Et alors, ça va occasionner des baisses des globules rouges, des baisses des globules blancs et des baisses de plaquettes, une à la fois ou tout à la fois. Et donc, les patients vont se présenter avec différentes prises de sang qui vont permettre de préciser un diagnostic. Il n'est pas identique d'avoir une simple baisse des globules rouges que d'avoir une baisse des globules rouges plus des globules blancs, ou d'avoir les 3 lignées sanguines qui sont abaissées en même temps. C'est des maladies dont on fait le diagnostic grâce à un myélogramme, donc une ponction de moelle qui va être réalisée par l'hématologue, soit ici au niveau du sternum, soit dans le bassin, sous anesthésie locale. Et on va voir là, la moelle osseuse, on va voir les cellules souches, comment elles se différencient. Est-ce qu'il y a des accidents de parcours dans cette production de globules rouges matures, de globules blancs matures ou de plaquettes matures? Et ces accidents de parcours, on les appelle des dysplasies. Et quand la moelle est dysplasique, on a une myélodysplasie. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un patient ou une patiente qui ne l'est pas encore va recevoir un myélogramme? Comment se passe le diagnostic? Le cas le plus fréquent, c'est le médecin traitant qui fait une prise de sang pour une raison X ou Y, une infection, une fatigue, et une prise de sang classique comporte un hémogramme qui va comptabiliser le taux de globules rouges, le taux de globules blancs et le taux de plaquettes dans le sang périphérique. S'il existe une anomalie de nombre et de répartition de ces cellules, le médecin traitant va adresser le patient à un hématologue. L'hématologue, en regardant cette prise de sang, il va avoir des petits indices. Par exemple, est-ce qu'on a une seule baisse d'une lignée sanguine ou de plusieurs? La taille des globules rouges et un certain nombre de paramètres comme ça vont donner à penser qu'il existe des éléments de fatigue au niveau de la moelle. Et c'est à ce moment-là qu'un myélogramme est réalisé. C'est souvent réalisé à l'occasion d'une consultation ou à l'occasion d'une venue sur un hôpital de jour pour réaliser ce geste. À quoi ce syndrome est-il dû? Il y a plusieurs explications qui peuvent être différentes. Comme les leucémies aiguës myéloblastiques, l'exposition à des produits comme des solvants favorise le développement de syndrome myélodysplasique, de même que l'exposition au tabac ou même à l'exposition, ça c'est peut-être le plus fréquent, à de la chimiothérapie pour un autre cancer. Ces produits sont parfois mutagènes et vont accélérer des mutations qui peuvent exister au niveau de la cellule souche. Ces mutations vont entraîner des accidents de production. Il existe quelques cas qui sont fort heureusement assez rares, où il y a des étiologies familiales, où il y a des gènes qui sont nécessaires à la production des globules rouges et des globules blancs et des plaquettes matures qui sont abîmés dès l'enfance, dès la construction de l'enfant. Et dans ces cas-là, on voit des syndromes myélodysplasiques chez le sujet jeune. Mais c'est des cas qui sont tout à fait exceptionnels. On distingue différents syndromes myélodysplasiques et potentiellement une évolution vers des leucémies aiguës. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? C'est le point majeur. Nous faisons une distinction entre des syndromes myélodysplasiques de bas risque vers des syndromes myélodysplasiques de haut risque. Le syndrome myélodysplasique de bas risque, suivant les caractéristiques de la ponction de la moelle, de caractéristiques génétiques que nous allons chercher, le principal problème que nous allons rencontrer, c'est une insuffisance médulaire, cette insuffisance de production. Et on va devoir les gérer avec des transfusions sanguines, que ce soit des plaquettes ou des globules rouges, et parfois avec des agents qui stimulent l'érythropoïèse. Les syndromes myélodysplasiques de haut risque, qu'on va identifier grâce au myélogramme, sont des maladies qui s'apparentent à des leucémies aiguës et qui vont évoluer naturellement vers une leucémie aiguë. Le traitement de ces maladies est radicalement différent et va souvent faire intervenir des chimiothérapies intensives
et quand c'est possible, également des allogreffes de cellules souches hématopoïétiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus dans le détail ce que sont que les allogreffes de cellules souches hématopoïétiques? L'idée est simple, mais la réalisation est complexe. Une allogreffe, c'est aller chercher un système immunitaire et une moelle osseuse d'un donneur qui est fonctionnel et qu'on va transplanter vers le malade. Souvent, on identifie un donneur, parfois dans la famille, parfois étranger à la famille, et ce donneur va avoir plusieurs moyens de donner sa moelle osseuse. Le plus classique est de l'endormir et d'aller lui faire une ponction de la moelle osseuse dans le bassin. Une certaine quantité de moelle est prélevée et va être réinjectée après un lavage dans les veines du patient receveur. Une autre modalité est de réaliser un recueil de cellules souches sur les veines périphériques, ce qu'on appelle un recueil de cellules souches périphériques. Pour le receveur, l'histoire est toujours à peu près la même. Ça va signifier pour lui d'être hospitalisé pour un temps long dans un service d'hématologie avec un secteur protégé. Il va recevoir une chimiothérapie intensive et la moelle qui est récupérée va être réinfusée dans ses veines. Et un peu par miracle, les cellules souches hématopoïétiques vont être capables de retrouver la moelle osseuse comme si c'était un code postal, s'installer et lentement se redévelopper et prendre la place de la moelle native. Et on va observer une remontée des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Quelle est l'alternative pour les personnes qui ne seraient pas éligibles à cette greffe? Le traitement des syndromes myélodysplasiques de haut risque repose souvent sur l'utilisation d'une molécule qui s'appelle l'azacitidine. C'est ce qu'on appelle un agent déméthylant. C'est un traitement qui agit lentement pour reprogrammer la cellule souche et lui permettre, en modifiant la méthylation de l'ADN, d'avoir accès à des ressources génétiques qui étaient alors cachées. Et lentement, ce traitement fonctionne et permet de normaliser la production de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. C'est des médicaments qui sont administrés essentiellement aujourd'hui par voie sous-cutanée, même s'il y a des formulations orales qui y apparaissent. Et ça nécessite d'être d'être réalisé sur un hôpital de jour, souvent avec 7 injections consécutives tous les mois. Donc c'est des traitements qui ont une certaine lourdeur d'administration. Et lorsqu'on débute ce type de traitement, les patients reçoivent ce traitement au long cours. Le seul moyen d'évaluer l'efficacité du traitement est souvent de regarder la prise du sang du patient et de renouveler la ponction de la moelle. Quel peut être l'impact d'un syndrome myélodysplasique sur la vie au quotidien pour les patients et les patientes? C'est une vraie question et une question extrêmement importante. Les patients qui ont un syndrome myélodysplasique, et en particulier ceux qui sont dépendants des transfusions, voire une fatigue chronique, voire des infections opportunistes, le symptôme principal étant quand même l'anémie, et les patients vont devoir faire une prise de sang tous les 15 jours, voire toutes les semaines, et vont être dans l'attente du résultat de cette prise de sang. Souvent, on va définir un seuil transfusionnel, c'est-à-dire que si le taux d'hémoglobine est en dessous d'un certain seuil, le patient va être convoqué pour réaliser un support transfusionnel sur l'hôpital de jour. Un peu comme quand on va faire un plein d'essence. Et cette attente, elle est parfois difficilement supportable. Ça signifie qu'il faut être disponible pour être présent lorsqu'on vous le demande. Et ça impacte sur la vie sociale. Difficile de faire un projet, d'aller partir en vacances si on a un syndrome myélodysplasique parce qu'il faut qu'on puisse avoir recours à ce type de support, de soins de support essentiels à la vie. Quelle est la vie au quotidien pour un patient ou une patiente dans le cadre d'une allogreffe? Alors, la vie, elle va être modifiée au fil du temps. Les premières semaines vont se passer en secteur stérile. Les patients vont recevoir un traitement immunosuppresseur pour s'entendre bien avec les cellules de leur donneur. Il y a une question de compatibilité, donc il faut un peu des casques bleus pour que tout le monde s'entende bien. Et lorsque les globules blancs les plus importants pour les infections bactériennes qu'on appelle les polynucléaires sont remontés, à ce moment-là, une sortie est envisageable. La plupart du temps, les patients, une fois qu'ils sont sortis, sont attachés comme avec un élastique à l'hôpital. Ils ont des consultations hebdomadaires qui peut-être petit à petit vont pouvoir s'espacer. Et ils vont recevoir dans l'essentiel un traitement immunosuppresseur qui va durer plusieurs mois après la greffe, notamment pour gérer ce qu'on appelle l'effet du greffon contre l'hôte. C'est une réaction paradoxale où le système immunitaire du donneur vient agresser un peu le receveur.
L'espérance, c'est que le reste de la prise de sang se normalise et qu'il n'y ait plus besoin d'avoir recours aux transfusions sanguines. Pour le patient, ça signifie aussi d'être vacciné à peu près de tous les vaccins qu'il a dû recevoir depuis son enfance. Et ça signifie aussi qu'il a une particulière fragilité aux infections et notamment aux infections opportunistes. Donc il y a une relation particulière à conserver avec son équipe soignante pour pouvoir avoir recours à celle-ci en cas de moindre doute d'une complication liée à l'allogreffe. Professeur Pascal, pour terminer, vous êtes hématologue. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien? Ce qui me paie le plus, c'est que mon métier change et que ça fait 15 ans que je fais ce travail et que j'ai vu mon métier évoluer à une vitesse extraordinaire. Et ça permet d'accepter les échecs, parce qu'évidemment, la vie d'un hématologue et la vie des patients qui souffrent d'une affection hématologique maligne n'est pas toujours facile. L'innovation thérapeutique, la mise à disposition de nouveaux médicaments, et j'en ai vu énormément depuis que j'ai commencé mon métier. C'est quelque chose qui me maintient en vie et qui me fait aimer mon métier. Merci pour ce témoignage. De rien.